Donc, bienvenue dans ce webinaire de Maris Consulting sur le monde de Engineering to Order et Make to Order, production multi-unitaire, toute petite série et ce genre de choses. Le setup de la séance est assez classique pour nous. Après une brève introduction, on va décrire les particularités de ce monde Engineering to Order et Make to Order. Je vais ensuite décrire le concept, les idées qu'on met en œuvre ce domaine qui est un mélange de chaîne critique et de théorie des contraintes, la théorie des contraintes en production et la théorie des contraintes en mode projet, d'où la chaîne critique. On va présenter un certain nombre de cas et on va conclure. Dans ce webinaire, il y a en fait il y a deux speakers, moi-même, Philippe Maris, je vais me présenter dans un instant, et Étienne Le Cerf. Moi, je suis donc le fondateur et directeur général de Maris Consulting. Chronologiquement, j'ai commencé plutôt à rencontrer le Lean, comme on l'appelle aujourd'hui. À l'époque, c'était du Kanban, du juste à temps, etc. C'était il y a bien longtemps. Un tout petit peu plus tard, j'ai travaillé avec Eliyahu Goldratt, l'auteur du livre Le But et le fondateur de la théorie des contraintes et donc la partie chaîne critique, etc. Donc voilà. Et grosso modo, mon monde a été pour beaucoup la mise en œuvre de ce cocktail, de cette combinaison de lignes et de théorie de contraintes dans de nombreuses entreprises. Je vais les présenter dans un instant. Depuis cette date, depuis très longtemps. Et donc, je commence à avoir quelques kilomètres au compteur. J'ai fait ça plus de 350 fois de par le monde. Et je répète, on va parler de certains aspects que vous probablement connaissez moins bien de la théorie des contraintes, notamment. Mais dans la réalité, nos missions sont des mélanges de choses. On n'est pas du tout sectaire. C'est pas le genre de la maison de dire que la théorie des contraintes est la réponse. Quelle est votre question? J'ai écrit un livre très ennuyeux sur comment on gère les entreprises. C'est le mode d'emploi de comment mettre en œuvre le livre Le But dans une usine, comment on trouve son boulot, comment on pilote les flux, comment on l'ordonnance et tout ça. Euh, je suis anglais, il paraît que ça s'entend pas trop, et européen, ça c'est un peu bizarre, mais je vis à Paris. Maris Consulting est basé à Paris, in Paris, France. Étienne. Pour moi, ce sera un peu plus court. Je m'appelle Étienne Le Cerf, je travaille depuis 9 ans avec Philippe. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'engineering to order. Mais en fait, chez Maris Consulting, on ne fait pas que ça. Donc, on accompagne des clients dans tous les secteurs. Et on a différents types d'interventions, soit dans les bureaux d'études, soit donc en R&D, soit effectivement l'engineering to order. Mais on fait aussi beaucoup de MRO, de projets CAPEX. On va aussi travailler dans des secteurs un peu hétéroclites comme l'informatique avec du déploiement de RP, etc. Donc on intervient vraiment dans tout type de secteur et comme l'a dit Philippe, on met en œuvre la théorie des contraintes, la chaîne critique et le lean chez ses clients. Donc je suis ingénieur de formation et je mène au sein du cabinet Maris ce type d'intervention. Merci Étienne. On est effectivement, paraît-il, assez difficile à cerner sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, parce que vous voyez là les gens qui on a eu l'honneur de travailler, donc ça va du fast-food, des restaurants de McDonald's, à tout genre d'objets industriels. Si je prends juste le mode de transport, ça commence avec le vélo, la moto, la voiture, le train, l'avion et la fusée. On a tout vu. Et c'est pareil dans plein de domaines. On fait pas mal de travail dans l'aéronautique, effectivement, pas mal de travail dans le monde médical, medical devices et pharmaceutique. Euh, mais vraiment, on est une bande de fous très curieux et on adore aller sur d'autres défis, que ce soit, je ne sais pas moi, les hôtels de luxe, les montres suisses, en ce moment beaucoup dans les nouvelles énergies, donc dans le photovoltaïque, dans l'éolien, dans les batteries, dans tout ça. Enfin, bref, on est un peu partout. Plus récemment, malheureusement, je dirais, on travaille aussi beaucoup dans le monde militaire, aussi bien, par exemple, l'armée de l'air et de l'espace que ceux qui construisent de l'armement. Et puis voilà. Et quand je vois ça, et on va aborder le sujet de engineering to order, euh, pour nous, quelque part, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sweet spot dans le sens où c'est du 1 plus 1 égale 3, puisque nos deux activités principales, c'est soit de l'excellence opérationnelle de production, soit le monde des projets dans lequel on doit gérer de l'incertitude, de la non-répétitivité, etc. Et donc, le engineering to order, il a un peu un pied dans chaque domaine. Hein. S'il y a de la production, il y a bien un certain niveau de répétitivité, mais c'est aussi quelque chose avec des toutes petites séries ou du multi-unitaire. Et donc, on est aussi en mode projet. Et donc, c'est vrai que on en fait énormément. J'ai pas,
arrêter un chiffre sur la proportion de nos clients qui sont dans ce monde-là, de la toute petite série ou du multi-unitaire, mais ils sont très nombreux. Voilà. Euh, on va parler du secteur et de comment on applique ces idées à ce secteur. On n'aura pas le temps de vous détailler exactement comment fonctionne la chaîne critique, mais pour cela, vous verrez que pour ceux qui ne le savent pas, on est très généreux dans le contenu qu'on met à disposition, puisque notre chaîne YouTube a 526 vidéos là tout de suite. Il y en a plus d'une centaine qui traitent de la chaîne critique, donc une série qui explique la chaîne critique dans le détail, des nombreux cas, des nombreux témoignages clients, un site dédié, la chaîne critique.com. Bref, on va se concentrer sur les particularités de l'engineering to order et on n'aura pas le temps de détailler les concepts. Mais je les décrirai quand même rapidement, mais ce sera un peu rapide et superficiel. Veuillez m'en excuser. Donc, Étienne va maintenant nous commenter les particularités du monde de engineering to order. Alors, je pense que ça mérite effectivement quelques explications. Euh, et ce qu'on entend par engineering to order, c'est toutes les industries en fait où on va avoir besoin d'une phase de conception, d'ingénierie pour coller à un cahier des charges et répondre spécifiquement aux besoins du client. Donc, contrairement à l'assembly to order ou au manufacturing to order, là, le client, il va devoir subir le délai complet depuis l'ingénierie. Donc, Philippe, si tu peux mettre la slide suivante. On va rentrer un peu dans le concret. En fait, si on décortique ce type d'industrie, on voit qu'il y a toutes les étapes à subir pour le client. Il y a la conception, mais ensuite, on va aussi avoir du travail au bureau des méthodes. Il va y avoir généralement de la production et des délais d'approvisionnement avant de pouvoir passer à l'assemblage et à la livraison. Donc c'est tous les industriels qui vont faire par exemple de la machine spéciale, qui vont faire des vannes à la commande, des pompes, ça peut être des fusées, des navires, ça pourrait même être des hélicoptères, bref, toutes les machines qui sont customisées et qui peuvent pas être achetées sur étagère. Ça concerne donc énormément d'industriels différents et ce dont on se rend compte, c'est que quand on leur rend visite, ils subissent tous à peu près les mêmes types de problèmes. Donc là, j'ai beaucoup parlé d'industriels qui fabriquent des produits physiques, mais en fait, ça peut aussi s'appliquer aux éditeurs et aux intégrateurs de logiciels complexes. Par exemple, les ERP, mais aussi, je sais pas moi, du CRM, des MES, bref, toutes ces solutions logicielles qui sont adaptées aux clients et qui nécessitent un travail de modification du produit standard, de l'ingénierie, etc. Alors, on va regarder les différents problèmes qu'on rencontre généralement. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? La première chose qu'on voit, alors c'est vrai dans l'engineering to order, c'est vrai d'une manière générale, mais c'est particulièrement frappant dans ce genre d'activité, c'est l'encours de travail qui est généralement élevé, et ce, dans toutes les phases des projets, depuis l'ingénierie jusqu'à la production et l'assemblage. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a de nombreuses affaires qui sont traitées en parallèle. Et une affaire, donc par exemple la livraison d'une machine complexe, elle va nécessiter un travail d'ingénierie et donc de conception des différents modules ou sous-ensembles, par exemple, qui constituent cette affaire. Et ce qu'on voit, c'est que les techniciens et les ingénieurs au bureau d'études, ils vont devoir passer au cours d'une même journée de la conception d'un sous-ensemble au test d'un autre sous-ensemble d'une autre affaire. Et donc, il y a énormément de va-et-vient entre les sujets. Et il y a des problèmes de synchronisation au sein d'une même affaire et entre les affaires. En plus de ça, il y a une visibilité qui est assez restreinte sur les tâches qu'il reste à faire pour chacune des affaires. Ça veut dire qu'il y a une faible visibilité, il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, et donc il y a beaucoup d'opportunités de changer de priorité, et puis de se tromper de priorité. Chacun a son agenda, et donc on va avoir des responsables d'affaires, des chargés d'affaires, on va avoir des commerciaux, mais aussi des gens en production qui vont avoir besoin de certaines compétences qui sont plus rares que d'autres. Généralement, ces compétences les plus rares, on va les trouver au bureau d'études,
C'est pour ça que là, je passe un peu de temps à parler de ce cas précis. Mais on aura l'occasion de revenir sur des exemples. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'interruptions qui sont dues à des irruptions des autres services dans le bureau d'études. Et donc ça, c'est des changements de priorité qui pourraient être évités si on se mettait d'accord sur ce qu'il faut traiter et dans quel ordre. On va avoir aussi, donc je le dis, hein, des interruptions qui sont dues parce que un service vient solliciter un autre. Là, dans le cas du bureau d'études, on peut aussi avoir des problèmes à cause d'informations qui sont incomplètes, à cause de documents qui sont manquants et qui doivent être fournis par des collègues d'autres services. On donnera des exemples concrets, mais on a vu ça très fréquemment avec des techniciens qui doivent s'interrompre parce que il y a la production qui leur demande des informations complémentaires, ou alors parce que il faut qu'ils appellent un commercial pour en savoir un peu plus sur des spécifications et autres. Donc ça, c'est le problème dans ce genre d'activité où il y a une phase de conception et puis de travail intellectuel, c'est que les interruptions sont très dommageables. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? En fait, ces interruptions, en plus, elles sont dues à la manière à la démarche de conception. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de travail qui est en cours, il y a beaucoup d'affaires à mener en parallèle, on doit choisir l'ordre dans lequel on attaque les sujets. Et une manière assez conventionnelle de prioriser, c'est de regarder les délais d'approvisionnement qui suivent la conception. Et donc, on va avoir tendance à repousser les sujets où il n'y a pas vraiment de problème d'appro et donc où on est peu contraint. Ce qui fait qu'une même affaire, elle va être conçue de manière très morcelée. On va faire un petit bout du module A, après on va faire un petit bout du module B, mais entre chacun de ces sujets, il peut s'écouler plusieurs semaines. Donc quand on doit réattaquer un sujet, on ne sait plus où on en était et on ne se souvient plus des contraintes qui doivent être prises en compte pour finir la machine ou le logiciel dans le bon niveau de qualité. Donc ça, c'est un autre effet pervers qu'on retrouve. Alors après, il y en a encore un autre, si on regarde la slide suivante, c'est le problème du rework. On imagine bien qu'avec tous les problèmes que j'ai mentionnés au préalable auparavant, on va avoir des problèmes de qualité. Et donc, on va devoir réattaquer certains sujets. Ça, c'est très fréquent aussi. Et malheureusement, ça pourrait être, ou heureusement, ça pourrait être évité. Ça pourrait être évité pourvu qu'on mette en place, par exemple, des démarches de design free, c'est-à-dire qu'on s'accorde pour dire qu'à un moment donné, on ne touche plus au design. Et plus les projets sont longs, finalement, plus on a le temps de revenir sur ce qui a déjà été fait, de le remettre en cause et de régénérer du travail. Et puis, il y a aussi toute la question de la préparation des affaires. C'est-à-dire qu'avant de se lancer tête baissée dans la conception, il y a du travail préliminaire qui peut être mené avec le client pour s'accorder sur les spécifications et autres. Donc, il y a quand même des choses à faire pour éviter le rework, mais c'est très commun dans ce type d'industrie d'avoir à subir ce problème et de devoir répéter ce qui a déjà été fait. Donc, les interruptions, on en a parlé, mais dans les bureaux d'études et dans les bureaux des méthodes, donc tout ce qui est en amont de la production, coûte très cher. Parce qu'à chaque fois qu'on laisse un sujet de côté et qu'on s'interrompt, on perd du temps pour se reconcentrer sur ce qu'on vient de mettre de côté. Donc quand on passe du coq à l'âne, on a du mal à se replonger dans ce qu'on faisait et à être efficace. Et ça, c'est pas du tout anodin, parce que il y a une étude qu'on aime bien faire, c'est de regarder en fait comment se répartit le temps par exemple d'un technicien ou d'un ingénieur dans une journée et compter le nombre d'interruptions. Chez l'un des clients qu'on a pu avoir, on s'était rendu compte qu'un technicien, il ne pouvait se concentrer que 3 minutes sur une tâche avant de passer à un autre sujet. Alors c'était évidemment un carottage, il y a des journées qui sont plus calmes, mais c'était au hasard. Et quand on fait ce genre de carottage, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Et donc, ce qu'il faut creuser, c'est les causes de toutes ces interruptions. On va voir que la chaîne critique y répond en partie, mais le multitâche est absolument pas à sous-estimer. Et ce qu'on veut faire, c'est pas juste changer les comportements ou se dire que le multitâche, c'est juste causé par des pratiques individuelles. C'est surtout des pratiques collectives. Et donc, ce qu'il faut changer, c'est la manière dont
on cadence les affaires et autres. Là, ce que vous voyez sur le graphique que j'ai affiché, c'est la répartition donc, de ce temps mené avec un DILO, ce qu'on appelle donc Day in the Life of, un vie ma vie. Et on voit qu'il y a une partie en fait qui est trop faible de travail vraiment sur les sujets conception ou cœur de métier. Il y a beaucoup de pertes de temps, donc tout ce qui est en rouge, avec soit du non travaillé, soit des sollicitations qui interrompent et qui font perdre beaucoup de temps. Ensuite, si on regarde ce qui se passe en production, en fait, on voit que comme c'est de l'industrie du multi-unitaire et du faiblement répétitif, il y a de gros problèmes de synchronisation. Il n'y a pas forcément les mêmes nomenclatures pour chacune des affaires, il n'y a pas forcément besoin des mêmes ressources. Et donc, derrière, l'enjeu, ça va être de réduire les temps de traversée. Et ce qu'on voit, c'est que l'optimisation locale, donc au niveau des différents postes qu'on a en production, a tendance à allonger les délais de livraison. Un exemple tout bête. Imaginons qu'on ait plusieurs affaires, donc 3 affaires, c'est ce qui est représenté à l'écran, et on ait 3 pièces par affaire qui aient besoin d'une même ressource. Par exemple, une plieuse. Donc on veut plier de la tôle. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est plus facile, quand on travaille au poste de pliage, de regrouper les pièces qui ont qui ont la même épaisseur. Sauf que quand on prend le point de vue de l'affaire, on aurait tout intérêt à faire les changements de série pour obtenir les 3 pièces le plus rapidement possible. Donc l'optimisation locale consiste à réduire les temps de changement de série et augmenter les tailles de lot pour faciliter le travail localement, allonge les délais. Effectivement, ces augmentations de taille de lot et puis ces réductions de changement de série se font au bénéfice de la productivité locale, mais en fait au détriment de la productivité globale. Donc ça, c'est un autre enjeu très fort, c'est de revoir la manière dont on synchronise toutes ces activités de production et ensuite d'assemblage, avec en ligne de mire la réduction des délais. Ça, c'est vraiment ce qui va guider la démarche. Donc Philippe, je te laisse expliquer la théorie et tout ce qu'il y a derrière notre approche, et après on va parler de la mise en pratique. Très bien, merci. Poursuivons avec ce chapitre, ce qui va présenter donc les concepts de la chaîne critique et de la théorie des contraintes. La théorie des contraintes, probablement la plupart d'entre vous, si vous en avez parlé auparavant, c'est parce que vous avez lu, on vous a demandé de lire, vous avez entendu parler de le livre Le But. Le livre Le But, c'est un ovni littéraire puisqu'il en est à quasiment 11 millions de ventes aujourd'hui en 32 langues. Il a pourtant été écrit avant Internet, avant SAP, etc., etc. Mais il est toujours considéré comme tout à fait frais et d'actualité, avec donc une nouvelle version d'ailleurs bande dessinée qui a été publiée en 2017, pour le moment en anglais, mais qui va prochainement être publiée en bande dessinée et en français, euh, et qui est une variante très très bien réalisé qui se lit en à peine 1 heure en fait. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas lu Le But, j'espère que ce webinaire vous donnera au moins l'envie de le lire. Je le répète, c'est un roman, ça se lit facilement. C'est l'histoire de quelqu'un qui découvre pour sauver son usine la théorie des contraintes. Alors, c'est quoi la théorie des contraintes? Aussi ma version en une seule page. C'est l'idée selon laquelle on n'arrive plus à distribuer équitablement le travail dans une organisation, quelle qu'elle soit. Là, on va parler usine, hein, mais ça serait pareil dans un hôpital, par exemple. Euh, il y a quelqu'un qui a tiré la courte paille par rapport aux autres. On n'a pas pu distribuer le travail de manière équitable et donner la même quantité de travail à chaque personne, n'est-ce pas? Et pourtant, toute la construction du management d'entreprise est basée sur l'idée qu'on a distribué le travail équitablement et qu'il n'y a pas de goulot. Après tout, les exercices budgétaires là, que certains d'entre vous vont commencer à faire pour l'année prochaine, vous cherchez à distribuer les capacités de la même manière à travers tout le système pour qu'il y ait juste la bonne quantité de personnes et de machines à droite et à gauche, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on peut diviser pour régner, on peut demander à tout le monde de travailler tout le temps, et c'est ainsi qu'on envisage la gestion des entreprises industrielles en général. Bon.
La théorie des contraintes dit que c'est pas possible. Vous pouvez essayer, mais c'est de moins en moins possible d'ailleurs, puisque le monde dans lequel on travaille et là où on va a de moins en moins de visibilité. Donc on ne sait pas très bien de quoi on va avoir besoin dans 6 mois. Et pourtant, les inerties pour recruter ou acheter une machine, ça a à peine changé. Donc on est sans cesse en retard, en déséquilibre, avec des goulots à différents endroits et par définition des non-goulots, des gens qui ont plus de capacité que les goulots ailleurs. Et on doit donc développer, selon la théorie des contraintes, une logique duale. Il y a deux règles selon le statut de la ressource. Si c'est un goulot, ça doit travailler tout le temps, c'est ça qui détermine la performance du système. Si c'est un non-goulot, il doit seulement travailler en fonction des besoins du goulot et donc pas rechercher un optimum local. Étienne en parlait tout à l'heure, méfiez-vous des optimums locaux, puisque dès que c'est un non-goulot, c'est contre-productif, d'où le schéma des cuves, là, qui est le logo de l'entreprise Maris Consulting. Si vous chargez tout le monde en fonction de leur capacité, ben vous vous retrouvez avec un système rempli d'encours qui ne peut pas sortir et c'est pas très efficace. Voilà. Et donc, voilà pour la présentation de la théorie des contraintes très simplement. La démarche de mise en œuvre de cette approche est de, bien sûr, commencer par identifier la contrainte du système. C'est assez facile en production, un peu moins facile dans le monde des projets parce que c'est immatériel, n'est-ce pas? Donc il faut parfois décoder les files d'attente qui se cachent dans les ordinateurs, etc. Mais bon, c'est toujours la même idée, selon nous, pour trouver les contraintes, c'est de regarder là où c'est le flux est coincé, là où il y a les grosses files d'attente. Ensuite, une fois qu'on l'a trouvé, on exploite si mieux en leur donnant un traitement de faveur. Elles sont prioritaires par rapport aux autres, donc les méthodes, la maintenance, les achats, les RH, etc. Tout le monde traite cette contrainte, cette ressource comme du VIP. Et normalement, ainsi tout de suite, on peut produire par exemple 20% de plus du jour au lendemain en donnant la priorité à cette ressource. Euh, Ensuite, on subordonne, c'est les mots qui sont utilisés dans la théorie des contraintes, ils sont peut-être malhabiles parfois, euh, le reste des flux à la performance de la contrainte. Ça, c'est pour dire qu'on ne lance pas dans le système quelque chose selon les capacités des non-goulots, mais seulement selon les besoins du goulot lui-même. Donc, on va tirer le flux vers le goulot. Étape 4, c'est quasiment la même chose que l'étape 2, exploiter. Élever, c'est là, cette fois-ci, où on peut dépenser du temps et de l'argent pour accroître plus encore la performance du boulot. On dégoulotte, on dégoulotte. Et à un moment donné, n'est-ce pas, on va tellement avoir accru la performance du boulot que le boulot va se émerger ailleurs. Il faut donc boucler, retrouver où est passé le boulot et on recommence le processus itératif. D'où le nom en anglais de Five Focusing Steps ou Process of Ongoing Improvement. C'est une boucle sans fin. Si on regarde comment on pilote les flux dans un système de production, je vais ensuite parler du monde des projets, on a quelque chose qui est appelé le tambour tampon corde ou drum buffer rope, que vous voyez ici. La première chose qu'on fait, c'est faire la planification de la ressource goulot, c'est elle qui bat le rythme de l'ensemble de l'organisation. En fonction du carnet de commandes, des prévisions de vente, etc. Une fois qu'on a décidé comment on utilise la contrainte du système, on va tirer les flux vers elle pour éviter des accumulations de choses dans l'amont avant la ressource goulot, n'est-ce pas? Donc on a un flux tiré à partir du goulot vers les lancements de matière. Et pour éviter que la ressource goulot soit impactée par un problème de panne ou une autre variabilité de performance dans les ressources en amont du goulot, on met une protection, un tampon mesuré en temps devant le goulot pour éviter que des problèmes amont mettent en rupture d'alimentation la ressource goulot et perdent donc du chiffre d'affaires et de la performance du système. Il y en a un autre qui a la même fonction, qui s'assure du respect des délais. Donc, grosso modo, on prévoit de terminer avec un tout petit peu d'avance par rapport au délai client la production pour permettre d'absorber des variabilités ou des aléas qu'on puisse avoir en aval et ainsi avoir normalement un débit maximal, des encours minimum et un respect de délai parfait. Voilà, c'est cette simple logique du drum buffer rope ou tambour tampon corde. Dans le monde des projets, on a l'approche dite de la chaîne critique. Je fais une version très brève, excusez-moi, pour, si vous voulez mieux comprendre, regarder les différentes vidéos au sujet. Imaginons qu'on développe un produit où on a le proof of concept
à 4 semaines, suivi de la production d'un prototype de 16 semaines, suivi d'une pré-série de 12 semaines. On planifie de cette manière, on va voir les gens et on leur demande combien de temps ça va te prendre pour faire ça, et ils nous donnent ces chiffres. Ok. Et on a, soi-disant, planifié la production, sauf qu'on sait bien qu'en général, on va terminer en retard, ce genre de choses, hein. Le monde des projets n'est pas très bon en respect des délais de date de fin. Euh, la théorie des contraintes dit, à nouveau, vous avez torturé le système, vous avez essayé d'imposer de la certitude sur un monde incertain. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, c'est par la nature des projets, on ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre pour trouver un fournisseur, combien de temps ça va prendre pour avoir une bonne idée, etc. Et donc, quand on a demandé aux gens combien de temps ça va vous prendre pour faire telle ou telle tâche, ils ont rajouté une marge de sécurité localement pour pouvoir honorer leur engagement. Quand ils se sont engagés à 4 semaines, ils se sont dit peut-être qu'il y avait 2 semaines de travail, mais au cas où c'est plus difficile que prévu, je rajoute 2 semaines de buffer, comme ça, je pourrais tenir l'engagement que j'ai donné de 4 semaines. Et c'est pareil à travers tout le système. Ici, pour rester très simple, on a supposé qu'il y avait moitié travail et moitié buffer de sécurité insérés dans les tâches. En réalité, c'est pas comme ça qu'on fait. Attention, on va demander aux gens, à ton avis, si tout se passe bien, ça va prendre combien de temps? S'il y a des problèmes, ça va prendre combien de temps? Donc on demande 2 chiffres au lieu de un pour les durées d'une tâche, quelle qu'elle soit, dans un bureau d'études. Faire ce plan, ça va prendre combien? Je pense qu'il y en a pour entre 4 et 9 jours, selon que j'ai des soucis ou pas. Parce que c'est la première fois que je le fais, exactement comme ça. Je vais m'inspirer d'un plan précédent, mais je ne sais pas. Une fois qu'on a fait ça, on va garder les temps focalisés, comme on les appelle, qui sont les temps en bleu. C'est des temps en moyenne, dans des parfaites conditions de travail, sans multitâches et sans interruption de réunions stupides, etc. Donc un monde de nirvana parfait. On va planifier ces temps-là, mais puisqu'on sait que ces temps-là sont irréalistes, on va protéger le projet dans son ensemble par un gros buffer à la fin qui est de l'ordre de, ordre de grandeur de, un tiers de la durée. Donc nous avons ici, par exemple, 2 semaines plus 8 plus 6 égale 16 semaines et un buffer de 8 semaines, n'est-ce pas? Dans l'exécution, on va utiliser l'iconique Fever Chart que vous voyez là. Sur l'axe horizontal, on suit la réalisation du projet en commençant à 0,0 et en terminant en bas à droite. Mais en parallèle, on regarde la consommation du buffer qui est sur l'axe vertical de 0 à 100%. Et c'est normal, on va consommer le buffer au fur et à mesure de l'exécution. Il est là pour ça, c'est parfaitement normal. Ce qu'on a donné comme engagement au client final ou au chef sur le projet dans son ensemble est tout à fait en haut à droite, n'est-ce pas? Donc c'est normal qu'on consomme progressivement le goulot, d'où ces répartitions de couleurs. Si on a dans le vert, c'est qu'on a pris moins dans le goulot que ce qu'on avait imaginé. Si on est dans le rouge, c'est qu'on a consommé plus du tampon que ce qu'on avait prévu. On a plus de problèmes que prévu et on est en difficulté. Idéalement, on cherche à terminer avec un peu d'avance par rapport au délai d'engagement du projet dans son ensemble. N'est-ce pas exactement comme ça que vous évitez de rater les avions? Vous perdez du temps à la salle d'attente en arrivant trop tôt, n'est-ce pas? Donc voilà l'iconique Fever Chart de la chaîne critique pour un projet, d'accord? C'est particulièrement simple. Les couleurs qui sont là sont empiriques, n'est-ce pas? Je répète, si vous êtes dans le vert, vous êtes dans le bruit, vous êtes dans les problèmes attendus. Si vous êtes dans le rouge, c'est que vous en avez plus que prévu, n'est-ce pas? Euh, et je passe à Étienne pour la présentation de la pyramide de pilotage à 3 niveaux. En fait, quand on regarde dans les sujets d'engineering to order, chaque affaire constitue un projet. Donc, si on veut améliorer les performances de l'organisation, c'est-à-dire lui permettre de livrer plus d'affaires à l'heure plus rapidement, il faut qu'on améliore la gestion de projet. Et ça se fait sur 3 niveaux. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, il faut qu'on prenne un peu de recul et puis qu'on regarde l'ensemble du portefeuille d'affaires et comment il est agencé. Autrement dit, comment est-ce qu'on a calé les affaires les unes par rapport aux autres. Ensuite, en cours d'exécution, c'est comment est-ce que on les priorise les unes par rapport aux autres. Donc, Philippe vient de présenter la Fever Chart. En fait, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est déjà de représenter toutes les affaires qui sont en cours sur la même Fever Chart. Et comme ça, on peut voir celles qui ont consommé le plus de tampons et qui ont le moins avancé relativement aux autres. Quand on fait ça, c'est plus facile d'attribuer les ressources aux bonnes affaires, c'est-à-dire à celles qui sont le plus à risque de terminer en retard.
Évidemment, il y a plein d'autres considérations qui rentrent en jeu. Il va y avoir des questions aussi de taille de l'affaire, d'importance stratégique du client, de, euh, de bénéfices ou de revenus qui sont attachés à cette affaire, évidemment. Mais pour le reste, au quotidien, c'est un outil qui est extrêmement utile pour fixer les priorités. Ensuite, là, j'ai représenté les affaires en parallèle les unes des autres, mais en faisant ça, on peut vite voir quelles sont les phases où on a le plus d'encours, on a le plus d'affaires qui sont en attente. Avec la théorie des contraintes, en fait, cette représentation, elle est particulièrement importante parce que ça permet d'identifier les boulots et donc de savoir sur quel département agir en priorité pour pouvoir livrer plus d'affaires. Après, quand on fait un zoom sur chacune des affaires et qu'on essaye de réduire le délai de l'affaire, la planification avec un diagramme de Gantt et surtout l'approche chaîne critique qui a été présentée par Philippe, elle est particulièrement utile parce que ça va permettre de savoir quelle est la plus longue séquence de tâches de l'affaire, comment est-ce qu'on va améliorer la démarche, par exemple, de conception, de production, d'assemblage pour réduire les délais, et d'avoir toutes ces conversations très utiles avec les intervenants. Et au quotidien, on va pouvoir venir regarder comment est-ce qu'on consomme pour chacun des projets son tampon et avoir chacun des projets sa fever chart. Ensuite, pour chacun des projets, on va pouvoir aussi définir quelle est la meilleure allocation de ressources. Où est-ce qu'on va avoir besoin de mettre des renforts? Où est-ce qu'au contraire, on va pouvoir avoir un peu plus de relâchement? Où est-ce qu'il y a des chaînes de tâches qui sont non critiques? Et enfin, à quel moment il faut qu'on vienne vérifier qu'on a toutes les données d'entrée nécessaires. Donc ce travail en fait de complet conforme, de full kitting, de préparation, en amont de l'affaire, pendant l'affaire, et puis même potentiellement après. Ça, c'est la démarche de complet conforme qui est complémentaire de tout ce qu'on a raconté auparavant. Et quand on fait ça, en fait, on peut même aller encore plus loin, parce qu'il y a le quotidien des équipes à animer. Il y a le quotidien, au jour le jour, comment, dans quel ordre je dépile les tâches, qu'est-ce que j'ai à faire concrètement. Et ça aussi, on peut l'animer mieux en utilisant les outils du Lean, le management visuel, des checklists, des outils de résolution de problèmes et d'apprentissage. Donc on voit que ces trois niveaux, ils se répondent les uns les autres, et avoir une démarche cohérente d'amélioration qui qui se structure autour de ces trois niveaux, c'est particulièrement puissant. Alors, on va parler de cas concrets, et puis on va voir ce qui se passe quand on fait ça. Donc, je vais déjà vous donner un premier exemple. C'était chez un industriel qui fait des machines spéciales et même des ensembles de machines, des lignes de traitement de textile, de fibres textiles. En fait, ils avaient des problèmes pour livrer à l'heure avec un carnet de commandes qui augmentait et des délais qui étaient supérieurs à 12 mois. Chaque affaire était constituée de plusieurs machines qui traitent le textile, donc qui vont venir découper des fibres, qui vont venir les étirer, qui vont venir les nettoyer, les compacter. Et chaque affaire constitue donc un projet unique. Il y a certains modules qui sont standards, mais il y a beaucoup de travail de customisation pour chacun des clients. Donc, ce qu'ils voulaient faire, je l'ai dit, c'est augmenter les capacités de production pour faire face à un carnet de commandes qui était en hausse, et puis réduire les délais pour pouvoir remporter aussi de nouvelles affaires, parce que le délai de livraison est souvent un gros avantage concurrentiel. Imaginez qu'on passe de 12 mois à 8 mois, voire 6 mois pour une affaire, c'est un gros avantage, et c'est beaucoup plus facile derrière pour les commerciaux de vendre des affaires rapides. La démarche qui a été mise en place, c'est celle qu'on a expliquée, donc de mélange de théorie des contraintes, de chaîne critique et puis de lead. Comme il y a plusieurs services sur lesquels travailler, il faut choisir où commencer. Et donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est que là, il y avait un boulot d'étranglement au bureau d'études, et puis il y en avait un autre quasi critique en production. Donc la démarche, elle a consisté à travailler sur ces deux sujets, avec un déploiement de la chaîne critique sur l'ensemble des affaires. Et donc, il y a eu un gros travail de fait au bureau d'études pour mieux structurer les affaires, pour identifier les modules à concevoir, les sous-tâches, et puis l'ordre dans lequel on doit les traiter, pour que les techniciens, au jour le jour, ils sachent exactement sur quoi plancher et dans quel ordre. Après, il y a une démarche PIC-PDP,
donc pour prendre en compte les capacités du bureau d'études et de la production, et bien caler le démarrage des affaires, de sorte à éviter d'avoir des files d'attente qui sont trop longues et donc derrière des priorités à gérer. Et en production, il y avait des boulots. Donc, par exemple, il y avait des tours qui limitaient la capacité de production des axes des machines. Et en fait, on leur demandait des tâches à faible valeur ajoutée qui pouvaient être externalisées, par exemple du tournage ébauche. Donc, en travaillant sur ces boulots, ils ont pu augmenter rapidement de 10% la capacité du boulot, surtout réduire les délais. Au bureau d'études, par exemple, il y avait différentes catégories de projets, plus ou moins complexes. Mais bon, on va dire qu'il y avait des lead time, des temps de traversée du bureau d'études qui étaient entre 4 et 10 semaines. Et le travail qui a été mené, il a permis de réduire de facilement 40% le délai dans ce service-là. Et l'OTD, donc le respect des délais, la fiabilité vis-à-vis du client, elle a aussi augmenté pour passer de 35% à 100%. Vous voyez, on a représenté la fever chart. Généralement, quand on commence ce genre de démarche, au début, tout est dans le rouge. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir avoir des projets qui sont le plus dans le vert possible, ou du moins dans le jaune. Et tous ceux qui sont dans le rouge, réussir à les remettre sur la bonne voie. Et donc, ça a été fait avec les équipes des opérations. Donc, il y a un travail de planification qui est fait. Et puis après, c'est dans les différents départements, notamment le bureau d'études, et puis la production, de travailler une meilleure synchronisation. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Parce que là, il y a un cas particulier donc sur cette mission qui a été aussi après de travailler sur l'assemblage. Parce que quand on a des machines qui sont complexes et qu'il y en a plusieurs, les gammes d'assemblage et les plannings d'assemblage peuvent très rapidement s'étaler dans le temps. Et donc là, le travail qui a été fait, c'est de renforcer ce qu'on appelle le complet conforme. Donc, le complet conforme, c'est de s'assurer qu'on a tous les éléments, donc les pièces et puis les documents, avant de commencer à assembler. Et dans un deuxième temps, d'améliorer les plannings d'assemblage pour que, pareil, les opérateurs, ils sachent dans quel ordre assembler les machines et les sous-modules. Et que ça puisse être amélioré, que ça puisse être euh, optimisé, non, parce qu'on peut toujours faire mieux, mais amélioré. Et donc, c'est représenté en bas à droite, vous voyez là un planning d'assemblage qui est passé de 9 semaines à 2 semaines. Donc, quand on a tout et qu'on a travaillé sur le planning d'assemblage, on peut aller beaucoup plus vite. Et ça se traduit évidemment par derrière moins de besoin d'espace au sol, moins de risques d'accident, etc. Donc, beaucoup de bénéfices induits. Il y a un autre cas, cette fois-ci chez un industriel de l'oil and gas qui fabrique des réducteurs et des multiplicateurs pour l'industrie pétrolière. Et quand on est arrivé, pareil, même exercice, on prend du recul, là, la pyramide de pilotage, premier niveau, le portefeuille. Et là, on voit qu'il y a énormément d'affaires qui sont coincées au bureau d'études. 90 projets en cours et jusqu'à 50 semaines de lead time entre le démarrage de la conception et puis le manuel d'utilisation. Et seulement 1,8 projets terminés par semaine. En fait, il y avait 20, entre 15 et 20 techniciens qui avaient à gérer jusqu'à 10 affaires simultanément et qui étaient très fréquemment interrompus, qui étaient dérangés, qui n'avaient pas toutes les données d'entrée, qui attendaient le client et la validation, par exemple, des plans d'encombrement, etc. Et donc des changements très fréquents. Et si je reviens sur le Vimavi ou le Dilo, en fait là, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'interruptions et très peu de temps consacré à chacune des tâches individuelles. Donc la démarche qui a été mise en œuvre, c'est déjà de planifier l'activité du bureau d'études avec la chaîne critique. Donc on a fait des plannings chaîne critique où on a revu la démarche de conception pour la réduire au maximum et se mettre d'accord avec les étapes en amont, donc les réponses à appel d'offres et puis les commerciaux, sur toutes les données d'entrée qui sont nécessaires. Ensuite, on a défini des checklists pour rentrer un peu plus dans le détail et pour que on puisse assurer un suivi de chacune des affaires et identifier très rapidement les problèmes. Là où il manque une info, là où on a besoin d'un expert, etc. On s'est aussi mis d'accord sur le délai auquel a le droit le client pour valider les plans qui lui sont envoyés, les plans préliminaires.
On s'est mis d'accord sur un délai de 2 semaines et les clients ont accepté. Et puis il y a eu un design freeze qui a été défini pour geler le design et que ensuite les commandes puissent être passées et qu'on attaque les méthodes et la production. Une fois qu'on a dégoulotté le bureau d'études, on a pu passer au bureau des méthodes et à la production. Et donc là, pareil, il y a eu un travail sur l'ordonnancement qui a été fait, avec aussi l'identification du boulot, qui était des tours verticaux et aussi le contrôle qualité. Donc il y a eu des chantiers qui ont été menés pour augmenter la capacité en jouant sur les boulots, en améliorant la synchronisation, en réduisant l'encours dans les ateliers et en fixant plus, pas intelligemment, mais astucieusement les priorités. Donc ça nécessite un travail de concert avec les commerciaux, parce que c'est eux qui ont la vision client et qui ont la vision globale du portefeuille pour prioriser les affaires. Ça demande aussi de se concerter avec la prod et de prendre en compte les contraintes des uns et des autres. Donc c'est une démarche qui est globale. Et en faisant ça, on peut obtenir de très beaux résultats. Donc si tu mets la slide suivante, elle est quand même assez révélatrice. C'est qu'on est passé d'une situation où il y avait 90 affaires en cours à une situation où on est tombé à 40 affaires en cours, ce qui était toujours beaucoup. Ça s'est fait en 2 temps, en déjà focalisant les équipes sur les affaires qui étaient presque terminées. Donc ça, c'est dire l'astuce, c'est on finit ce qui est proche de la sortie et après on séquence et on priorise avec les commerciaux les affaires pour réduire l'encours, plus la chaîne critique et tout ce que j'expliquais. Et en faisant ça, le débit augmente considérablement. Donc ils sont passés de 1,8 affaires traitées par semaine à 6 affaires par semaine. Donc là, c'est un peu de la triche parce que c'est des affaires quasi finies, à 4 affaires par semaine en stabilisé. Donc une très belle augmentation de volume. Et ça a été ensuite répercuté aux méthodes et en production, puis l'assemblage. Voilà, donc ça, c'est 2 cas qui sont révélateurs et qui sont euh, complets parce que on a traité l'ensemble du flux de création de valeur. Philippe, tu peux aussi mentionner un autre cas, donc c'est la slide suivante, qui est un peu différent. Voilà, on va terminer avec ce cas-là. C'est le cas de la fusée Ariane 5. La théorie des contraintes, si on la prend dans son ensemble, c'est quelque chose un peu, moi je dis souvent l'analogie de la poupée russe. On descend petit à petit dans le dispositif pour trouver le goulot dans le goulot, etc. Donc on a été appelé à Ariane 5, hein, pas 6. Donc c'était 2018 et 19. Euh, le, le programme Ariane 5 avait un peu de retard par rapport voilà, une remontée des besoins et de la demande euh, en fin de programme. Et donc, il fallait qu'ils augmentent la production de 6 réservoirs ou de 6 fusées par an à 8 par an. On a regardé le dispositif de la production. Et pour trouver que c'était effectivement le premier étage, donc le réservoir du premier étage qui était le goulot, et en regardant dans cette usine-là, qu'est-ce qui était le goulot dans cette usine, on a trouvé que c'était la machine de soudure. Alors attention, machine de soudure assez unique au monde, puisque c'est elle qui faisait le gros tube qu'il fallait souder, donc avec des tolérances particulières. Donc en fin de compte, c'était un mélange de soudure et contrôle qualité par rayon X, soudure rayon X, etc. Donc là, on a mis en place la chaîne critique sur l'activité euh, et à la mascotte d'ailleurs pour passer justement de la production au contrôle qualité, production au contrôle qualité, il se passait une mascotte pour dire c'est à toi de jouer, etc. Le bâton de relais auquel a fait allusion Étienne pour ne pas perdre de temps dans les passations entre les départements. Et donc, on a planifié pour aller plus vite, hein, et ça a accéléré nettement. Vous voyez là le graphique en bas à droite des délais de production qui ont été comprimés de manière spectaculaire, de plus de 30% en tout cas. En même temps, on a augmenté la productivité et l'efficience du système, puisqu'on est en fin de compte passé de 3,8 à 2,8 dans cette usine, tout en produisant 8 réservoirs au lieu de 6 par an. Donc une très forte amélioration de la productivité en utilisant ces mêmes idées. Et à chaque fois, c'était pareil. Donc on a identifié le premier goulot, machine de soudure. On est passé au goulot suivant, donc une autre forme de soudure sur les tuyaux, les auxiliaires, et ainsi de suite,
pour faire la démarche d'amélioration continue que je vous ai décrit précédemment, de 5 focusing steps. On passe d'un goulot à un autre qu'on dégoulotte. Voilà. Voilà pour la fin des cas. Pour conclure, je dirais bien sûr, l'idée, c'est pourquoi ne pas passer à la mise en œuvre de la chaîne critique. On a partiellement décrit en tout cas les résultats et comment on s'y prend dans différents exemples. Comment on démarre ce genre d'intervention? C'est très simple. En général, si l'usine ou le site fait moins de 500 personnes, on fait le diagnostic juste en 2 jours. L'après-midi du deuxième jour, on est capable de dire voici les forces et les faiblesses de votre organisation et voici comment vous pourriez mettre en œuvre la chaîne critique, si c'est de la chaîne critique, avec de la théorie des contraintes, du Lean, etc. Bref, quelle est la solution, le roadmap? Idéalement, on complète avec une troisième journée où on a une formation basée sur le diagnostic. Donc, une fois qu'on connaît bien l'entreprise, voilà pour montrer quelque chose peut-être un peu plus compliqué sur la démarche d'ensemble. Après ce diagnostic de 2, 3 jours, enfin 2 jours plus une formation, en général, on commence par ce qu'on appelle une phase 1, un début de travail dans lequel on met en œuvre le nouveau dispositif, on obtient les résultats, et en tout cas les premiers résultats, euh, pour ensuite, en général, avoir une phase 2 qui dure, elle, de l'ordre de 6 mois pour la suite. Les chiffres qui sont là, ça dépend un peu du cycle de production que vous avez ou du cycle de conception et de production que vous avez au début, parce que c'est une des composantes à prendre en compte pour savoir exactement combien de temps ça prend pour faire basculer le système depuis l'existant vers la mise en œuvre de la chaîne critique et ou de la théorie des contraintes en même temps. Donc merci beaucoup, j'espère qu'on vous a donné envie de regarder ça de plus près. Je ne sais pas pourquoi on l'a même pas dit, mais il y a un fort impact sur la qualité de vie quand on fait ça. La chaîne critique, elle plaît à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle plaît aux grands patrons parce qu'ils voient des résultats en vitesse, en rentabilité, en bénéfices nets, en EBITDA, etc., qui sont significatifs. Donc, eux, ils sont contents. Le middle management est également ravi parce que il a enfin l'impression de reprendre le contrôle de son activité, d'avoir de la visibilité, de pouvoir répondre efficacement à des questions, à des conflits de ressources ou je ne sais quoi, d'intervenir très tôt dans le déroulement d'un projet pour traiter les causes profondes plutôt que de jouer aux pompiers, etc. Donc, eux, ils adorent. Et les personnes qui exécutent les tâches, que ce soit d'un entretien d'aéronef ou un plan dans un système, ben, ils ont l'impression que leurs chefs sont un peu moins fous parce qu'ils changent moins d'avis et on les laisse travailler sereinement, tranquillement, dans les bonnes conditions, plutôt que de sans cesse changer d'avis sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment s'y prendre, etc. Donc, normalement, tout le monde il s'y retrouve. Il n'y a personne qui perd. Il y a donc peu de raisons d'avoir de la résistance au changement si vous vous y prenez correctement. Et pour nous, au plus simple, la façon de s'y prendre correctement, c'est de expliquer ce que c'est. Si vous êtes là, c'est que vous avez été séduit par l'idée de la chaîne critique. Pourquoi est-ce que vous pensez que vos collègues ne seront pas séduits de la même manière? C'est aussi simple que ça. Très bien, ben, merci beaucoup, bonne journée et passez à l'acte.